Et l'histoire de ce sommet, finalement, elle est bien dans le thème du jeu de l'évolution. Il y a, il y a 2 ans, quand, euh, quand ce fameux coco est arrivé partout dans le monde, au mois de mars, et puis que tous les pays se sont fermés, j'étais au Népal et je vivais dans un ashram éducatif et je devais rentrer au mois d'avril. Et il y a eu 2 avions qui ont été affrétés pour les gens qui étaient au Népal pour pouvoir rentrer. Puis après, il n'y en a plus eu. Et du coup, je n'ai pas pu rentrer jusqu'au mois d'octobre. Et normalement, en 2020, donc, à cet endroit-là, dans cet ashram, on devait accueillir 400 ou 500 personnes du monde entier pour la conférence internationale de l'éducation démocratique. Mais du coup, le sommet a été annulé, enfin, en présentiel, et je leur ai proposé de faire un sommet en live par Internet plutôt que de rien faire. Et du coup, le 15 juillet, on a commencé pour faire un événement à partir du 15 octobre. Donc, en 3 mois, on a préparé ça. Et il y a eu beaucoup plus de monde. On pensait faire une trentaine de conférences maximum. Finalement, on a eu 50 conférences. On s'est retrouvé avec une 1200 participants, alors qu'on n'avait pas cette idée-là au départ. On pensait pas du tout que ça pouvait répondre autant. Mais c'était tellement, tellement, tellement épuisant, ce travail, qu'après le sommet, mi-novembre, j'ai décidé que je ne le referai jamais. Et notamment, j'avais abandonné l'idée de faire le sommet international de l'éducation du futur, parce que ça, c'est une inspiration que j'ai eue quand je leur ai proposé de faire un sommet sur Internet. Je leur ai dit, ben, puisqu'on fait un sommet par Internet, on peut inviter n'importe qui, c'est plus simple. Et on peut du coup inviter des gens qui ne sont pas de l'éducation démocratique, mais qui peuvent être en enrichissement pour toutes les écoles démocratiques. Et après leur avoir partagé ça, le matin, je me suis réveillé avec cette inspiration très forte de faire le sommet international de l'éducation du futur. J'ai commencé à contacter quelques conférenciers qui ont été emballés immédiatement par le thème. Et du coup, pendant un mois, j'ai commencé à travailler dans ce sens-là. Puis au bout d'un mois, ça a commencé à ruer dans les brancards du côté de l'éducation démocratique. Alors, je ne sais pas où exactement ce qui s'est passé, mais toujours est-il qu'on m'a demandé de ne pas continuer et de faire le sommet, la conférence internationale de l'éducation démocratique et de laisser tomber ce thème-là. Donc, je me suis dit, bon, ça me donnera une expérience, je serai plus à même de le faire par la suite. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai tellement fini fatigué que j'ai dit, je ne le ferai jamais. Et j'avais décidé de plus du tout m'occuper de ça, quoi. Mais c'était une inspiration. C'était ma volonté de plus le faire. C'était une inspiration de le faire. Et la vie, elle m'a pas laissé avec ce nom-là. Elle a mis tout en œuvre pour que, à travers des rencontres, pour que au printemps 2021, ben, ça me pousse à nouveau. euh, je- il y a vraiment eu tout un ensemble de circonstances qui m'ont poussé à dire, mais il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. C'est vraiment un projet génial. Tu dois le faire, tu ne seras pas tout seul, tu vas être aidé. Et du coup, ça a tellement poussé que euh, en mois de juin l'année dernière, j'ai décidé de lancer ce projet de l'éducation du futur. À nouveau, il y a eu euh, un très bel accueil des conférenciers. Ceux que j'avais contactés et qui n'avaient pas voulu suivre pour, euh, pour la conférence de l'éducation démocratique, ils avaient dit non, ben, on le fera plus tard. Finalement, ils sont là. Et, euh, et j'ai contacté d'autres conférenciers. Et l'accueil était vraiment comme les autres fois. Il y a un message spontané d'enthousiasme avec ce thème. J'ai eu plusieurs partages que les gens disent, waouh, je sens qu'il va se passer quelque chose, que ça va être intense. Donc, il y a un très bel accueil des conférenciers. Par contre, au niveau de l'organisation, à partir de septembre, tout était bloqué. Je n'avais aucune réponse. Je ne savais pas comment m'y prendre. Techniquement, Zoom, tout ça, personne ne me répondait. Je faisais des emails pour demander d'être en entretien avec quelqu'un pour qu'il m'explique comment je pourrais m'y prendre.
avec Vimeo, puis pour les traductions. J'ai essayé beaucoup de choses et je ne trouvais pas. Tout était bloqué, bloqué. Tellement bloqué qu'au mois de novembre, j'avais plus aucune certitude. Je ne savais pas si je devais le faire, si je devais le remettre à plus tard. Avec la situation sanitaire, je me disais peut-être que cette fois-ci, c'est pas approprié maintenant, ou il va se passer des choses au mois d'avril, c'est pas le bon moment. Peut-être que c'est plus tard, ou peut-être que je dois pas le faire, parce que vraiment, c'était bloqué. Mais intérieurement, quand je demandais intérieurement, ça me disait, te laisse pas impressionner, continue. Mais bon, continue. Du coup, la seule chose que j'ai trouvé à faire au mois de novembre, la dernière semaine, c'était d'écrire un mail à des conférenciers que je sais inspirer, que je sais intuitifs. Et je leur ai dit, voilà, la situation, tout est bloqué, je ne sais pas comment m'y prendre. Euh, Ça me dit de ne pas lâcher, mais en même temps, je n'ai pas de solution. Et j'ai partagé ça à ces deux conférenciers, on avait fait un Zoom ensemble. Puis il y en a un qui m'a dit, écoute, je te recontacte dans 2 jours. Et du coup, c'est Michael Zipper, il m'a dit, écoute, il m'a rappelé au bout de 2 jours, il m'a dit, je connais des professionnels dans le monde de la traduction, ils sont partants pour traduire toutes les conférences. Et j'ai contacté une fondation en Belgique que je connais bien et qui est partante pour financer mes traductions. Et du coup, à partir de là, eh ben, c'est reparti. Le sommet était lancé sur des rails. Par contre, du coup, j'ai abandonné la langue espagnole parce que là, il n'y avait pas de solution. C'est déjà un énorme budget, toutes les traductions. C'est plus de 10 000 euros. Et, et du coup, j'ai écrit à tous les Espagnols que je ne pouvais pas mettre en œuvre la langue espagnole pour le sommet, mais que je restais ouvert au miracle. Et dernièrement, il y a des nouveaux partenaires qui sont arrivés, qui vont organiser avec moi le sommet et qui sont partants à 200% pour que non seulement l'espagnol soit présent, mais aussi l'allemand. Donc, non seulement l'espagnol revient, mais en plus, une autre langue, l'allemand. Je raconte cette histoire parce que ça illustre bien euh, cette intelligence qui travaille derrière les événements et derrière la vie de chacun de nous. Quand j'étais plus jeune, j'avais déjà entendu ça, qu'il y a un Dieu qui, soi-disant, voit tout, entend tout, sait tout. Mais moi, le Dieu que j'ai rencontré quand j'étais enfant, c'était le Dieu de l'Église. Et celui-là, franchement, je n'avais pas l'impression qu'il voyait tout et qu'il sentait tout. Euh, il y a des fois, je le trouvais un peu bizarre, ce Dieu-là. Il ressemblait davantage à mon père, plutôt le père Fouettard que le père aimant, enfin, mon père adoptif. Alors, comme pour moi, Dieu, c'était une notion très difficile, j'avais plutôt une vision de Dieu qui était l'univers ou qui était la vie, quelque chose comme ça. Et comme j'avais entendu plusieurs fois qu'il y a un Dieu qui voit tout, qui entend tout, je me dis, bon, si vraiment il existe une intelligence qui sait tout, qui voit tout, qui a une vision totale de tout ce qui se passe, je veux qu'à lui demander. Mais j'avais un besoin, la vie me présentait un besoin important pour ça. Parce que j'avais pas de voiture. J'étais jeune, j'avais pas de voiture, j'ai pas eu de voiture avant 30 ans. Et donc, je me déplaçais en stop, tout le temps en stop. Et j'ai fait des milliers et des milliers de kilomètres en autostop. J'ai beaucoup attendu, vraiment beaucoup attendu. J'ai passé des heures au bord des routes, 2 heures, 3 heures, 4 heures, des fois 5, des fois 6. J'avais appris beaucoup de choses sur l'autostop. Je savais qu'il ne fallait pas se mettre à tel endroit, qu'il valait mieux se mettre à tel endroit. Je savais que si je prenais l'autoroute, il ne fallait pas que je m'arrête dans une station-service, sinon je restais bloqué, ou pas que je sorte sur des petites sorties. Enfin, j'avais appris plein de règles comme ça. J'avais appris qu'il y avait des départements, notamment des voitures avec certains départements qui prenaient facilement, d'autres qui prenaient jamais. j'avais appris, j'avais, j'avais appris plein de règles comme ça sur l'autostop. Il sait que j'attendais moins parce que j'avais une certaine expérience. Néanmoins, j'attendais quand même. Et puis au bout d'un moment, je trouvais ça bien long d'attendre aussi longtemps, quoi. Et je me suis dit, bon, bah, si vraiment cette intelligence, elle existe, elle sait,
qui doit m'emmener pour que j'aille rapidement à tel ou tel endroit. Donc, j'ai fait un pari. Je me suis dit, bon, je vais demander à cette intelligence, je vais prendre la première réponse qui me vient et je vais aller avec. Ça fait que la première fois, je devais partir de Grenoble et aller à Paris, 550 km. Je demande à cette intelligence, OK, à quelle heure dois-je partir pour arriver rapidement à Paris? J'écoute, 11h15. D'accord? 11h15. Je suis allé à 11h. Je me suis dit des fois qu'ils sont en avance. Ce qui est marrant, c'est que pendant longtemps, je suis toujours allé 10 minutes d'avance, des fois que la voiture soit en avance par rapport à l'horaire qu'on me dit, ça me disait intérieurement. Mais en fait, ça arrivait toujours à l'heure. Et à 11h15, une voiture s'est présentée directement à Paris, sans escale. 5h30. Donc, en fait, je suis allé aussi vite que si j'avais ma propre voiture. C'était tellement génial qu'au retour, j'ai forcément commencé. J'ai demandé à quelle heure je dois aller. C'était 10h quelque chose, je sais plus, autour de 10h. Et là, une voiture s'arrête, qui roulait beaucoup, beaucoup plus vite. En 4h30, j'étais de retour à Grenoble, au retour. Et à partir de là, j'ai plus jamais, jamais, jamais attendu en autostop. Ça a toujours fonctionné. Toujours. Je demandais, la première heure qui me venait, j'allais et ça marchait. Ça a même été beaucoup plus loin. Parce que j'avais des tas de règles, comme je vous ai dit, dans l'autostop. Et la vie, elle m'a montré, cette intelligence-là m'a montré qu'elle se fichait totalement de toutes ces règles, qui étaient des règles limitatives en quelque sorte, qui n'étaient pas des règles ancrées dans les lois de la vie, mais qui étaient des règles basées sur l'apparence des choses, sur l'expérience, sur le vécu, et non pas sur la vie. Et du coup, toutes les règles que j'avais, elle les a battues en brèche. Une fois, je rentre de Paris, puis je me retrouve sur une aire d'autoroute. La personne, elle reçoit un coup de fil, elle dit, oh, je ne peux pas continuer la route, il faut que je m'en aille. Elle me laisse là, sur une petite aire d'autoroute, et je me dis, waouh, voilà, c'est mal barré. Je descends de la voiture avec mon panneau, pouf, une autre voiture passe à côté, elle s'arrête instantanément. Du coup, je suis reparti. Et toutes les règles que j'avais, elles ont toutes été démontées par cette intelligence. Absolument toutes. Y compris une fois où je me suis retrouvé à faire du stop pour aller de Nice à Évian, en passant par la vallée du Rhône, par l'autoroute. Mais comme je n'écoutais pas la radio et que je n'écoutais pas les informations à la télé ni les journaux, je ne savais pas qu'il y avait une grève, que, que les camions avaient tout bloqué, qu'il n'y avait plus d'essence. Je n'étais pas au courant du tout. Et quand j'arrive à l'autoroute, il n'y avait personne, pas une voiture. C'était totalement désert l'autoroute. Et, et moi, je devais travailler le lendemain. Et du coup, j'étais avec une amie. Et là, je me suis dit, waouh, s'il n'y a pas de voiture qui passe, ça va vraiment être difficile d'arriver à Évian. Et à ce moment-là, moi, j'ai douté. Mais mon amie, qui, elle, doutait tout le temps, elle a dit, non, 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 on doit travailler demain, donc inévitablement, une voiture va s'arrêter et on va aller à Évian. Et bien, dans la journée, avec le peu de voitures qu'il y avait sur l'autoroute, on est arrivé à Évian. Pas à minuit, hein, on est arrivé en fin d'après-midi, normalement. Donc, cette intelligence-là, j'ai expérimenté. J'ai fait le pari qu'elle existait. J'ai osé croire et ça a marché. Je vais vous raconter une anecdote qui donne le sens de cette histoire-là et que je n'ai pas compris, que j'ai mis 20 ans à comprendre. J'ai pas, quand c'est arrivé, j'ai absolument pas compris ce qui se passait et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Je faisais du stop, je voulais aller je ne sais où et je marchais sur l'autoroute, mais avant le péage pour aller jusqu'au péage. Donc, je ne disais pas que je faisais du stop, simplement je marchais. Mais je me baladais avec mon carton où je mettais toujours ma destination. Et j'étais peut-être à 300 mètres de l'autoroute, hein, du péage. Et quand j'arrive au péage, ça klaxonne. Je ne me sentais pas concerné au départ. Et puis ça klaxonne avec insistance. Donc finalement, je regarde et puis je vois quelqu'un qui fait des grands signes.
Alors, je regarde autour de moi, je ne savais pas trop c'était quoi. Et quand je le regarde à nouveau, il me fait des grands signes. Donc, apparemment, il m'a appelé. Finalement, j'y vais. Et quand il me dit, j'ai vu que tu allais à, je ne sais plus où j'allais, peut-être à Paris. J'ai vu que tu allais à Paris et moi, j'y vais aussi. Donc, comme tu marchais et que tu n'attendais pas simplement au bord comme ça, sans rien faire, j'ai décidé de m'arrêter. Et moi, je me suis dit, waouh. Et il me dit, on rentre dans la voiture, puis il me dit, quand tu fais un pas vers Dieu, il en fait 10 vers toi. Et moi, et moi à ce moment-là, bien ignorant, je me dis, waouh, il se prend pour Dieu. Je n'ai pas compris du tout ce qu'il me disait, en fait. Mais en fait, ce que la vie, ce que cette intelligence-là me disait, c'est qu'en osant croire qu'il y a une intelligence qui peut me dire à quel moment je peux partir pour aller rapidement à un endroit, en osant croire à ça, ça avait fonctionné. Et donc, j'avais fait un pas vers Dieu en osant croire à cette intelligence, et Dieu faisait 10 pas vers moi à travers toutes ces situations, et là, à travers celle-ci précisément, qui me disait clairement que cette intelligence-là, c'était Dieu, ce qu'on appelle Dieu par ailleurs, et que c'était bien plus vaste que ce que j'imaginais. Mais je vous l'ai dit, j'ai mis 20 ans pour comprendre, pour comprendre. Je m'en suis rappelé très fort de cet événement, hein. Et au bout de 20 ans, d'un seul coup, ça m'a sauté aux yeux que c'était un message de cette intelligence-là dans cette situation. Et ce n'était pas du tout l'homme qui se prenait pour Dieu. Peut-être que si, d'ailleurs, mais ça, je ne sais pas. Toujours est-il que, lors de cette expérience, je l'ai mis en œuvre dans plein de dimensions de ma vie. Et j'ai appris beaucoup de choses, forcément. Et je me suis rendu compte que je pouvais le mettre en œuvre dans toutes les dimensions de la vie. Dans la cuisine, tout simplement. Quand j'ouvrais un frigo et que je ne savais pas quoi faire à manger, j'écoutais simplement, puis ça a inventé des recettes, des fois totalement improbables, des trucs que je n'aurais même pas imaginé dans ma tête parce que je trouvais que c'était un peu bizarre, les associations, mais ça fonctionnait, c'était toujours excellent. Pour trouver des maisons, pour trouver du travail. Du coup, il y a plein de gens qui me disent, mais t'as qu'à jouer au loto. Ouais, mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas pour le loto. Je vais vous expliquer pourquoi. À un moment donné dans ma vie, je me suis retrouvé au chômage et puis invité à quitter la région où j'étais pour aller m'installer dans le sud, c'est-à-dire sur la côte d'Azur. Et, et moi, j'ai déménagé rapidement, mais mon dossier de chômage, lui, ça lui a pris un temps fou. Je ne sais pas où il est parti. Il a dû aller à Paris, et puis je sais, pour passer par Strasbourg. Ben, je ne sais pas par où il est passé, mais en tout cas, ça a pris tellement de temps que pendant 2 mois, j'ai plus rien touché. Donc, j'avais pas d'argent du tout. Pouf. Aucune ressource. Et, euh, et je me suis retrouvé avec, il me restait 5 francs dans le porte. C'était à l'époque des francs, quoi. Donc, ça date, hein. Je me suis retrouvé avec 5 francs dans le porte-monnaie, mais pendant un mois, j'avais le loyer à payer, j'avais acheté à manger un minimum si je pouvais, et puis des frais, quoi. Mais j'avais besoin de 800 francs. Mais j'avais aucune idée de comment m'y prendre, quoi. Je venais d'arriver, j'avais pas de travail, je cherchais. J'étais au chômage, mais ça venait pas. Je marchais à Saint-Raphaël, je passe devant le casino. À Saint-Raphaël, il y a un casino. Et intérieurement, ça me tourne vers le casino, tu te dis, va jouer au casino. C'est quoi cette idée-là? C'est n'importe quoi. C'est pas possible que ce soit Dieu qui m'invite à ça, à aller au casino. Euh, donc je continue. Puis je ressens encore ça me dit, non, vas-y. Mais je savais vraiment pas si c'était du lard ou du cochon, quoi, parce que c'était bizarre comme idée, quoi, d'aller au casino avec 5 francs. Je doutais, quoi. Je continue, puis ça, encore je le sens. Je dis, bon, je vais quand même y aller. Donc je vais au casino, je rentre, je me mets à la porte, j'arrive.
Je n'avais jamais été dans un casino. Je vois plein de machines à sous partout. Et je me dis, bon, s'il y en a une qui doit me permettre de gagner de l'argent, vu que j'ai qu'une seule pièce, ce sera la seule et unique fois où je vais pouvoir jouer, c'est laquelle? Je regarde toutes les machines, puis je sens une impulsion pour aller vers une machine, j'y vais, je mets 5 francs, pouf, 500 francs. Je repars immédiatement avec mes 500 francs. J'étais trop content. Waouh, c'est incroyable ça. Mais il me manquait encore 300. Et pendant la semaine, parce que j'avais une échéance quand même pour payer, pendant la semaine, je me dis, ah, comment je m'y prends? C'est quoi la solution maintenant? Et puis intérieurement, je sentais à nouveau, retourne-y. Je dis, ah, c'est pas possible. C'est mon mental qui me raconte des histoires. Ça a marché, donc du coup, ça s'empare de cette histoire et puis ça fait du film. Alors j'ai laissé passer un peu de temps, puis je recommande, je redemande, et à nouveau, je sentais d'y retourner. Je dis, ah, bon, au bout de 3-4 demandes comme ça, puis de sentir que ça à nouveau, ça me demandait d'y aller, j'ose y retourner. Il me restait 20 francs. J'avais 4 pièces de 5 francs. Donc je fais la même chose. Je vais à la porte, je regarde les machines. Alors, laquelle peut me faire gagner? Et je vais vers une machine. Et j'étais à côté d'une dame, à ma gauche, et je mets 5 francs, pouf, rien. Ok, encore. Je mets 5 francs, pouf, rien. Je, je pousse, encore. Ok, je mets 5 francs, pouf, rien. Zut alors, il ne me reste plus que 5 francs. À ce moment-là, la dame d'à côté s'en va. Je change de chaise. Je mets 5 francs, poum, 500 francs. Et là, l'intérêt personnel se met en œuvre parce que ça faisait la deuxième fois que j'y allais. Et donc, j'avais vu qu'il y avait une machine où si tu mettais 10 francs, tu pouvais gagner des centaines de milliers, pas juste 500 francs. Quoi. C'est le jackpot, ça s'appelle. Je me suis dit, peut-être que je peux gagner plus. Et du coup, je vais, avec les 500 francs que j'ai gagnés, je vais à ce jackpot et je joue 10 francs, rien. 10 francs, rien. 10 francs, rien. Au bout d'un moment, il me restait 300 francs, je suis parti. J'ai dépensé 200 francs. Et la vie, elle m'a donné une double leçon. L'intelligence, cette intelligence extraordinaire m'a donné une double leçon. Non seulement je peux lui faire confiance, c'est-à-dire qu'elle pourvoit toujours mes besoins, elle me donnera toujours une solution pour que, pour que mes besoins soient, les besoins dont j'ai vraiment besoin soient comblés. Mais en même temps, ça ne fonctionne pas avec l'avidité et avec l'intérêt personnel. Donc, même s'il y a possibilité d'écouter cette intelligence-là et qu'elle sait pertinemment quels sont les numéros du loto qui vont sortir, c'est pas la peine de demander ce genre de choses, sauf si vraiment, on a un rendez-vous, ça nous pousse intérieurement à le faire. Mais sinon, c'est pas la peine parce que ça ne nourrira jamais l'avidité et l'intérêt personnel. Ça, c'est des petites anecdotes comme ça de ma vie. Dans le même temps, je faisais tout un travail sur moi-même, de connaissance de soi, etc. Et je me suis rendu compte que cette intelligence-là, elle existait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans toute la vie de chacun. Et j'ai eu une expérience qui m'a énormément marqué et qui a été un enseignement extraordinaire dans ce sens-là, dans le sens de la façon dont cette intelligence euh, guide l'évolution de chacun, mais pas l'évolution personnelle, mais l'évolution de l'âme de chacun. J'étais au Québec et je faisais une formation de guide de renaissance. Au Québec, les renaissances, c'est ce qu'on appelle le rebirth en France. Et, et j'avais passé donc une année entière à faire cette formation. Et j'étais arrivé au moment où on devait, dans le cadre d'un atelier, faire premier accompagnement de renaissance, notre première guidance, euh, parmi, au milieu de tout un groupe, où on était chacun avec un accompagnateur et la personne qui faisait la respiration. Et je tombe
sur quelqu'un qui animait des ateliers de Rebirth, de Renaissance, donc qui avait énormément d'expérience. Et moi, qui faisais ça pour la première fois, je tombe sur quelqu'un qui avait énormément d'expérience. Et bien, lors de cette expérience, j'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Toutes les erreurs qu'on peut faire, je les ai faites. Ne pas être juste au niveau des mots. Je suis tombé sur elle, je me suis pris les pieds, j'ai renversé un verre d'eau, je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon. J'ai été à côté de la plaque, totalement. Et vous savez quoi? Ce qui s'est révélé dans cette situation, ce que j'ai fait, c'est que c'était absolument parfait. Et ce qui était vraiment étonnant, c'est qu'après cette expérience, j'aurais pu être complètement la, la tête dans le seau, à me dire, wow, j'ai complètement tout raté. Et non, je n'avais pas ce sentiment. J'avais un sentiment de paix extraordinaire et je sentais que c'était parfait, que tout avait été parfait. Même si mon mental, il voyait bien que j'avais fait plein de choses de travers. Et, mais intérieurement, je sentais que c'était totalement bien que ce soit comme ça. Et ce qui s'est révélé, c'est que c'était vraiment parfait. C'est que pour cette personne qui avait énormément d'expérience, l'important, c'était que son initiation à elle, c'était de rendre compte qu'elle avait toutes les réponses à l'intérieur et qu'elle n'avait pas à compter sur quelqu'un pour l'accompagner et la guider. Qu'elle avait juste à faire confiance à tout ce qu'elle ressentait et que cette sagesse-là la guidait intérieurement dans son processus de guérison. Il n'y avait besoin de personne. Donc pour elle, c'était parfait de tomber sur moi, qui ai fait tout de travers. Et pour moi, c'était également parfait parce que ça m'a enseigné que je n'ai pas à me poser de questions. Cette sagesse-là fait que tout est toujours parfait, même si les apparences montrent que ça ne l'est pas. Même si le mental dit ah, mais tu as fait n'importe quoi. Non. Tel que j'ai été à ce moment-là, c'était parfait et c'était exactement ce qui devait arriver pour moi et pour ceux et pour la personne qui était là. Et c'est toujours vrai, c'est-à-dire que c'est toujours parfait pour tous ceux qui sont concernés par le moment tel qu'il se présente. Ça m'a beaucoup servi dans l'accompagnement. J'ai fait beaucoup d'accompagnement thérapeutique et j'ai toujours été guidé par ça. Je me suis toujours rendu compte qu'il y avait cette perfection qui agissait et qui mettait en évidence que si quelqu'un est là en face de moi, j'ai juste à dire ce que j'ai à dire, tout simplement. Je n'ai pas à me poser de questions, savoir si c'est juste ou si c'est pas juste, si c'est correct ou pas correct. Si la personne ne devait pas entendre ce que j'ai à dire, elle ne serait pas en face de moi. Et ça m'a énormément aidé, notamment dans les situations difficiles, parce que des fois, il y a des accompagnements ou des suites d'accompagnements qui entraînent des choses des fois assez intenses, qui peuvent être très fortes. Et ça m'a toujours aidé, cette histoire, ce sens de la perfection de cette intelligence, parce que ça me permettait de me désidentifier des suites de toutes les choses et de ne pas en faire une affaire personnelle surtout. Et que ce soit pour les choses difficiles, mais aussi pour les choses où tous les gens te louangent, etc. Parce que ça m'est déjà arrivé aussi. Et puis, j'avais toujours cette distance qui disait, ouais, bon, faut pas que je me prenne la tête avec ça. C'est pas mes petites compétences qui font ça. Et il y a une autre situation qui m'a beaucoup appris par rapport à cette intelligence, c'est que je chante, je joue de la guitare, je chante depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Mais j'ai écrit ma première chanson, je sais pas, je devais avoir 20 ans, 22 ans, je sais plus quel, en 82, 24 ans. En 5 minutes, 5-10 minutes, je prends ma guitare, pouf, j'écris une chanson. Ça s'appelle Petite Fleur. Une fois que c'est fait, je chante la chanson, puis je me dis, ah, c'est nul, elle est vraiment nulle. Je la juge immédiatement, je trouve ça nul. Je trouvais ça kitsch. Voilà, j'en reste là. J'habitais dans le Beaujolais à ce moment-là. Et ma mère devait arriver, j'habitais chez le copain de ma mère, et ma mère devait arriver à 7 heures du matin. Moi, je me réveille, 7 heures,
Elle n'était pas là. Je sors, c'était dans le Beaujolais, je descends une route, un petit vallon à côté des vignes, tout ça. Il y a des animaux qui passent. J'arrive en bas du vallon. Il y a quelqu'un que je connais, que je connaissais de l'école primaire. Je me rappelle même de son nom. C'est quelqu'un dont tout le monde se moquait tout le temps, et moi aussi. Il me dit, je vais t'emmener à ton guide. Je le suis, on monte une crête, on monte une colline qui faisait une pente de chaque côté, donc ça faisait un peu comme une crête, mais ce n'était pas une crête de montagne, mais c'est une crête de colline. Et quand on arrive en haut, il y a une arche en pierre, et de l'autre côté de l'arche, il y a un homme avec des longs cheveux blancs, une grande barbe blanche, un sage, un mage, comme moi à l'époque, j'avais l'impression que c'était un mage. Et là, je vois ma guitare posée à côté de lui. Alors, je suis super surpris. Je me dis, comment ça se fait que ma guitare est à côté de ce mage-là? Je ne comprenais pas. Il me dit, chante ta chanson. Et moi, j'étais avec mon jugement de la chanson. Je dis, oh non, non, elle est trop nulle. Je vais te faire quelque chose que j'ai appris il y a 3 semaines et que je trouve magnifique. Je prends ma guitare, je joue le morceau que j'ai appris 3 semaines plus tôt, et d'un seul coup, je me réveille dans mon lit. Super surpris de me réveiller parce que je croyais déjà être réveillé. J'avais toute ma conscience diurne, quoi, normale, de tous les jours. Je pouvais penser normalement, j'avais conscience de tout mon passé, j'avais conscience de l'avenir qui devait arriver. J'étais exactement comme dans ma conscience diurne, sauf que je dormais. Et donc, j'étais super surpris de me réveiller. Au moment où je me réveille, je me dis, zut, j'aurais dû chanter ma chanson. Donc là, je prends ma guitare, je chante la chanson. Ça m'a tellement touché que j'ai pleuré pendant 2 heures. Je la trouvais tellement belle. Et j'ai immédiatement compris ce que cette intelligence-là me disait à travers ce rêve éveillé. C'était ne juge jamais, jamais, jamais ce que tu crées, car ce n'est pas toi qui crées. Ça m'a marqué vraiment profondément. Et ça a forcément influé toute ma vie, quoi, parce que j'ai beaucoup créé tout au long de ma vie. Et je me suis toujours rappelé de ça, c'est pas moi qui crée, quoi. Il y a cette intelligence-là qui agit. Donc, à travers ces exemples, j'ai expérimenté d'abord cette intelligence-là. J'ai fait l'expérience concrète, en osant croire, mais sans plus réfléchir que ça, quoi. Puis petit à petit, j'ai commencé à réfléchir, mais qu'est-ce que c'est que cette intelligence? Comment ça fonctionne? D'où elle vient? Et j'ai pas eu de grandes révélations, mais petit à petit, cette compréhension s'est agrandie de cette intelligence-là. Je me suis rendu compte déjà d'une chose, que cette intelligence-là, on en profite en permanence, tous les jours, à chaque instant, et qu'on n'en est pas forcément conscient. Par exemple, ma petite compréhension des choses et ma petite intelligence personnelle, elle ne fait rien pour que je puisse voir. Ça ne dépend pas de mon intelligence pour le fait de voir. Il y a une intelligence incroyable qui fait une quantité de choses incroyables dont je ne connais même pas tout ce qui se passe, mais des photons, des renversements d'images, les deux images qui n'en font plus qu'une. Enfin, il y a énormément de choses qui se passent. Il y a énormément de choses qui se passent dans mon corps pour que je puisse respirer, pour que le sang circule, pour que tout ce que je mange soit digéré d'une façon ou d'une autre et utilisé d'une façon ou d'une autre. Il y a une intelligence absolument inouïe, incroyable, qui travaille à l'intérieur de mon corps tous les jours, en permanence, dont je n'ai pas conscience, mais qui fait un travail absolument extraordinaire. Avec une petite peau toute fine, je suis protégé des intempéries, j'ai un corps qui fait toujours 37 degrés, quelle que soit la température. Et cette même intelligence, elle fait que le degré de salinité dans l'eau de mer, il est toujours le même. Elle fait que les climats et tout ça, elle fait plein de choses. Et en écoutant Hubert Reeves, je me suis rendu compte que cette intelligence-là, elle était vraiment universelle parce que à travers Hubert Reeves, j'ai appris que certains des atomes qui constituent mon corps ont été produits
par l'explosion des étoiles il y a des milliards d'années. Et que si ces étoiles n'avaient pas explosé, je ne serais pas là. Je ne pourrais pas être un humain tel que je suis constitué parce que ces atomes-là ne seraient pas dans mon corps. Donc, ça ne marcherait pas. Donc, il y a vraiment une intelligence incroyable qui agit, que j'ai expérimenté concrètement et que petit à petit, j'ai essayé de comprendre comment elle fonctionnait. Et je me suis rendu compte petit à petit qu'il y avait des lois, enfin, comment c'est des lois, ou des attitudes qui vont favoriser l'accès à cette intelligence, ou la fluidité avec cette intelligence, là, puis des attitudes qui la ferment. Notamment, je me suis rendu compte que, par exemple, il fallait pas que je mente. C'était fini de mentir. C'est impossible de mentir avec cette intelligence-là, parce que si je mens, je me mens à moi-même. Et si je me mens à moi-même, quand je pose une question vraiment importante par rapport à la vie sur une décision à prendre et que j'écoute cette intelligence-là, si je me mens, ben, je ne sais plus si c'est du lard ou du cochon. Et plus je mens, et moins je peux savoir si c'est du lard ou du cochon. Ça devient de plus en plus difficile de faire le tri entre ce qui est cette intelligence ou ce qui est mes peurs, mon mental, mes désirs, mes envies, etc. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est facile, même si je mens pas. C'est pas toujours garanti. Plus il y a d'enjeux dans la décision, et, et plus, et plus il y a tas de choses qui peuvent se glisser dedans, entre les peurs, les envies, les désirs, les volontés personnelles. Néanmoins, c'est déjà une des bases que j'ai appris, c'était qu'il valait mieux ne pas mentir parce que c'était plus simple. Ça, j'ai déjà expérimenté. Ce que j'ai appris, c'est que cette intelligence-là, elle, elle fonctionne à tous les niveaux, elle est multidimensionnelle, et que tout le monde y a accès en permanence, et que tout le monde travaille avec cette intelligence-là sans s'en rendre compte. Et qu'elle est très concrète, cette intelligence-là. Elle est vraiment très concrète, à tel point qu'à certains moments donnés, je l'ai appelé le GPS intérieur, parce que c'est un vrai GPS hyper performant, un GPS absolument incroyable. J'ai trouvé des adresses dans des villes sans avoir de plan, sans avoir de GPS justement dans la voiture, sans qu'il y ait personne à qui demander. J'ai trouvé des adresses sans avoir jamais mis les pieds dans cette ville, en suivant justement ce GPS intérieur. À chaque carrefour, j'écoutais à droite, à gauche, tout droit, tout droit. J'y allais. Prochain carrefour, à gauche, à droite, hop, j'allais à droite. Prochain carrefour, à gauche, j'allais à gauche. Et poum, directement, j'arrivais devant l'endroit où j'avais rendez-vous. Je l'ai expérimenté quand il y avait des bouchons dans des endroits où je ne connais absolument pas les routes. Ça me disait, tourne à droite, tout, je suis. Et je suivais le GPS intérieur, et pouf, et ça marche tout le temps. Et ce GPS-là, il marche pas que pour les cartes. Ce GPS-là, il m'a permis de trouver du travail à des moments donnés, il m'a permis de trouver des maisons, des endroits où habiter avec des budgets qui étaient soi-disant impossibles. Ça fait des miracles. Et si je vous partage toutes ces expériences, c'est pour mettre en évidence que dans l'évolution de chacun de nous, il n'y a pas de hasard. Et que cette intelligence-là, elle est à l'œuvre en permanence. Elle n'est pas au service de notre volonté, elle n'est pas au service de nos petits désirs, elle n'est pas au service de notre avidité, elle n'est pas au service de nos peurs, elle est au service de qui on est vraiment, elle est au service de notre âme, et elle nous donne en permanence toutes les situations absolument parfaites dont on a besoin. On est toujours au bon endroit, au bon moment. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir s'ils sont à la bonne place. Je peux vous assurer une chose, hein, c'est que là où vous êtes, à l'endroit où vous êtes, au moment où vous y êtes, c'est que vous êtes à la bonne place. Ça, c'est sûr et certain. Il ne peut pas y avoir de meilleure place. Avec qui vous êtes, c'est exactement la personne avec qui vous avez besoin d'être à ce moment-ci. Le travail dans lequel vous êtes, c'est exactement le travail que vous avez besoin d'être à ce moment-ci. Ça ne veut pas dire que c'est absolu. Ça veut juste dire à ce moment-ci. Et c'est tout le temps comme ça. Au moment présent, je suis toujours au bon endroit, au bon moment, là où je suis et avec qui je suis. Cette perfection, elle est inouïe. Et, et si je fais confiance à ça, si je fais confiance à cette intelligence-là
comment on va dire, qui préside, qui agence toutes les choses, qui organise d'une certaine façon. C'est-à-dire que cette intelligence-là, elle voit dans toutes les dimensions, et le temps et le futur, le futur, le passé n'ont pas d'existence pour cette intelligence. Donc tout est vu. Et tout est vu à tel point que ça m'arrivait, par exemple, lorsque je, lorsque je cherche un endroit où habiter, ça m'arrive souvent dans la vie, parce que je suis un peu comme une feuille qui se laisse porter par le vent, et la vie me fait souvent changer d'endroit. Et ça m'arrivait encore au mois d'avril l'an dernier. Je devais partir de là où j'étais, et je ne savais pas trop où ce que ça me demandait d'aller. Et là, on me parle de quelqu'un à qui je téléphone, qui était près de Manosque, et puis je vais le voir. Il avait un domaine absolument extraordinaire. Un domaine avec une vue extraordinaire, un grand jardin. Il y avait une grande salle pour faire des activités, une salle de 100 mètres carrés avec un mandala au sol. Et cet homme-là, il a une entreprise, il gagne pas mal d'argent, et il me dit, je lui demande, bon, ok, c'est super, moi je veux bien venir. Il me dit, et je lui dis, bon, comment ça se passe, quoi? Il me dit, écoute, moi j'ai suffisamment d'argent, je ne te demande rien, je vois bien que tu es très créatif, que tu es engagé dans beaucoup de choses. Tu viens, tu n'as rien à me donner, tu participes ou pas au jardin, tu fais ce que tu veux, tu fais tes activités, tu peux même utiliser la salle pour faire tes concerts ou faire d'autres choses. Si ça te convient, moi ça me convient. J'ai pas, ma maison elle est ouverte, il y a de la place, donc il y a une place pour toi, tu peux t'installer à cet endroit-là, et voilà. Et il me dit, j'ai une autre maison dans les montagnes, au-dessus de Barcelonnette, à 1500 mètres, qui est aussi grande, qui a aussi une grande salle de travail avec un mandala. Et si tu veux faire des stages d'été, il n'y a pas de souci. Et c'était absolument extraordinaire comme situation, d'être hébergé gratuitement, un endroit extraordinaire, une salle pour faire des concerts, pour animer des stages. Et quand je pars, j'écoute, on pourrait dire, j'écoute la voix du futur en quelque sorte. J'écoute dans cette intelligence-là qui connaît le futur des choses, si, si ça paraît évident que je vais faire cette route-là plein de fois. Eh bien non, je ne me vois pas du tout faire la route. Je ne me vois pas la faire la route. Et du coup, je me dis, zut alors. Et quand j'écoute, je sens que quelque chose ne va pas, que ce n'est pas ma place d'être là. La situation est vraiment magnifique, hein. Ça m'offre sur un plateau une solution merveilleuse, mais intérieurement, ça me dit non, non, c'est pas ça. Et ça me dit, va en Normandie. Pourquoi ça me dit, va en Normandie? Parce que 2 semaines plus tôt, dans le cadre d'une rencontre Zoom, j'ai été mis en contact avec un Indien qui a vécu toute sa vie à l'ashram de Pondichéry, qui a été élevé à l'école de l'ashram de Pondichéry, selon les enseignements de Maharaj Aurobindo. On a parlé 2 minutes. Il me dit, comme moi j'avais dit que je venais du Népal, de l'ashram chez Aurobindo, il m'a dit, ouais, c'est incroyable. Il m'a dit, écoute, comme tu ne sais pas où aller, parce que j'ai partagé que j'étais dans une période où je devais changer, t'as qu'à venir. On lance un projet en Normandie. Et donc, ça me disait de rejoindre ce projet, alors que je ne le connaissais pas, que je ne savais même pas ce qu'ils y faisaient, je ne savais pas où c'était. Et intérieurement, ça me disait, va là-bas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé passer 3 jours. Je laisse toujours 3 jours comme ça. Quand il y a un gros truc, une grosse décision, je laisse passer 3 jours pour voir au bout de 3 jours ce que cette intelligence-là me dit. Et au bout de 3 jours, je retourne là-bas pour sentir euh, à cette maison et je mets les pieds, non, je ne le sens pas. Du coup, je téléphone à cet Indien et je dis, écoute, on m'a proposé quelque chose d'extraordinaire pour vivre, mais je ne le sens pas. Et ça me dit d'aller te rejoindre en Normandie. Il dit, d'accord, tu viens quand? Je dis, bah, demain. Et j'ai traversé toute la France à un moment donné où on était censé ne pas sortir du département.
J'ai traversé toute la France sans aucun problème. Je suis arrivé sans rencontrer aucune difficulté. Je suis arrivé en Bretagne sans avoir rencontré aucun gendarme sur la route. Et finalement, c'est par cette rencontre que le sommet de l'éducation est arrivé. Et c'est par cette rencontre qu'aujourd'hui, je vous raconte cette histoire.